Bonsoir à tous, merci de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur cette agression à l'arme blanche survenue hier dans la commune de Bandrélé. Un jeune lycéen âgé de 17 ans a pris un coup de couteau. La tension est à son comble dans le sud de l'île. Notre reporter a pu rencontrer la famille de la victime. Témoignage à suivre au cours de cette édition. Bienvenue à vous, voici les titres de votre JTM. Hier, Shahzad, un adolescent de 17 ans, a été sauvagement poignardé devant le collège de Bandrélé. Depuis, un esprit de vengeance s'est installé à Moutsamoudou, village d'origine du jeune homme, actuellement dans un état grave. Nous avons pu rencontrer sa famille, qui vit un véritable cauchemar et qui demande aux autorités de réagir afin que ce genre de drame ne se reproduise plus jamais. Reportage. Après l'échec des négociations survenues hier, ce matin, les grévistes du conseil départemental étaient réunis en assemblée générale. Ils ont décidé de poursuivre leur mouvement et de durcir leurs actions dès demain. De son côté, le président de l'institution a annoncé le gel du paiement des salaires de tous les agents jusqu'à l'arrêt définitif de la grève. Explication. Ce matin, Enli Mabad Ali a présenté un tout nouveau réseau social dont il est à l'origine de la création. Son objectif, rapprocher les 4 millions d'ultramarins par le biais d'une plateforme permettant à chacun de s'exprimer sur les sujets d'actualité qui touchent les territoires outre-mer. Accessible via une connexion Facebook, la plateforme semble promis à un bel avenir. Focus sur ce projet à la fin de cette édition. Comme annoncé dans vos titres, on débute cette édition par cette agression survenue hier à Bandrélé. Un lycéen originaire du village de Moutsamoudou a été pris à partie par 3 individus. Venu récupérer son diplôme de brevet, la victime a été poignardée à proximité du collège de la commune. Son pronostic vital était engagé, mais fort heureusement, le jeune garçon âgé de 17 ans est désormais hors de danger. Les présumés agresseurs sont depuis détenus, mais la situation dans le sud de l'île est tendue. Certains menacent de représailles. Nos équipes ont pu rencontrer les proches de la victime. Ils ont accepté de réagir à notre micro et appellent aujourd'hui au calme. Le récit dans ce reportage. C'est un cauchemar dont la famille Mwanambara se serait bien passée. Shahzad, 17 ans, a été sauvagement poignardé au couteau. Entre la vie et la mort hier, au lendemain de l'agression, les nouvelles sont beaucoup plus rassurantes. Consternés, les proches ont encore du mal à comprendre. Il était parti hier pour chercher son brevet de l'école parce on lui a demandé d'aller le chercher là-bas au lycée. Ils ont besoin du brevet. Du coup, il est parti justement pour chercher son brevet. Et en chemin, au retour, quand il a pris son brevet, en sortant, c'est là où il s'est fait agresser. Sans raison. Il s'est fait agresser sans raison. C'est un garçon, on peut dire, sans histoire. C'est un garçon qui aime être avec les jeunes de son âge, qui aime jouer avec les jeunes de son âge, qui partage les mêmes jeux, qui bouge, quoi. C'est un jeune très gentil. Depuis l'agression, un esprit de vengeance s'est installé à Moutsamoudou, village d'origine du lycéen. La famille lance aujourd'hui un appel au calme. J'aimerais bien que ça s'arrête, cette violence. Il faut que ça s'arrête. La violence nous amènera nulle part. Mieux rester dans la paix et dire à nos enfants d'arrêter avec cette violence. J'appelle beaucoup au calme parce que la vengeance ne sert à rien du tout. Que s'est-il réellement passé du côté de Bandrélé, à proximité de son collège? La question est posée. Cet homme a porté secours à la victime. Préférant rester anonyme, il nous raconte la scène. Timwambia ushujua mira telefoni ya maya ho ambaiwa ti mwiri kam direct premièrement lazima mwiri de maya he amba haraka bi mwana mtonu wa dunya shtumu variri 18 pompiers waja wabo. Les Mwanambara ont depuis décidé de porter plainte et demandent au vice-rectorat chargé notamment des collèges dans l'ensemble du territoire de prendre ses dispositions. Je demande au vice-rectorat de prendre les responsabilités de mettre de sécurité dans les établissements scolaires et à l'extérieur des établissements scolaires. C'est plus possible parce que de nos jours, tous les jours, ça s'empire.
Non. Contacté, le vice-rectorat n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations. L'insécurité à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires, un sujet à nouveau sur le devant de la scène dans le département. Et à noter qu'en soutien de la victime et de sa famille, une manifestation se tiendra devant le collège de Bandrélé demain matin à partir de 6 h. Et en marge de cette manifestation, un autre rassemblement sera organisé demain après-midi au quartier Sénat à Kaweni. Une mobilisation pour lutter contre la violence et la délinquance. En plateau avec nous, 2 responsables d'association. Place aux invités de la rédaction. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Hassani Shamsidine et Itouani Ibrahim, président et vice-président du collectif contre la délinquance. On aimerait avoir tout d'abord votre sentiment sur ces images et ce cauchemar que vit cette famille. Franchement, c'est désolant qu'on arrive à là, de voir une famille dans cette détresse. Pour moi, il n'y a pas de mots pour le signifier. Inacceptable, lâche ou autre, il n'y a pas de mots pour qualifier cet acte. Comment on a pu en arriver là ? Encore une fois. C'est la question qu'on aimerait tous avoir une réponse. C'est une question à 10 millions de réponses. On n'a pas cette réponse-là. Comment un département si calme peut en arriver à cet acte? Est-ce que le combat contre l'insécurité juvénile, l'insécurité tout court, est loin d'être gagné dans le département? Il est loin d'être gagné si chacun laisse de son côté, chacun n'agit pas. Mais tant qu'on agira tous ensemble, on peut trouver des solutions. C'est le message que vous allez faire passer demain justement à l'occasion de votre rassemblement du côté du quartier Sénat à Kaweni, Ibrahim. Oui, effectivement, bonjour, bonsoir. En fait, effectivement, c'est là où on va devoir justement mettre le doigt dessus, parce que ça devient de plus en plus inquiétant. Effectivement, en arriver à ce stade-là, c'est pas normal. Donc, quel message vous allez faire passer? Le message est simple. Maintenant, on en a marre. Certes, c'est dur, mais on en a marre. On aimerait quand même vivre en paix. Et la paix ne peut se gagner que si on s'y met tous. Qui sera présent à l'occasion de ce rassemblement? À l'occasion de ce rassemblement, on a demandé la présence des élus, la police nationale qui sera représentée par M. Cyril Isola, qui est en côté prévention. Moi, je me suis rendu compte qu'avant, j'avais un peu de méfiance par rapport à la police. Mais maintenant, à force de travailler avec eux, ils sont remis en question, ils ont créé une pôle prévention et partenariat. Je pense que c'est une bonne chose. Ils sont remis eux-mêmes en question. L'objectif? L'objectif, c'est vraiment la prévention contre la délinquance. Est-ce que cela pour autant fonctionne? Parce que ce n'est pas la première fois que vous menez ce genre d'action. L'action en elle-même, en fait, justement, elle est menée pas que pour nous, pas qu'avec nous. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont déjà entamé ce genre de procédure. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que la procédure en fait, était un peu ciblée sur plusieurs associations. Maintenant, en fait, c'est surtout la population qui doit être prévenue, qui doit parler, dire non-stop. On n'en veut plus. Et justement, vous travaillez avec d'autres associations justement pour mener ce genre d'action ou pas? Oui, on a regroupé toutes les associations de Kaweni. Il n'y a pas que là, pour l'instant, on a regroupé toutes les associations de Kaweni qui œuvrent dans le cadre de ce projet lutte contre la délinquance. Je rappelle juste que la délinquance, ce n'est pas une affaire d'un tel ou d'un tel, c'est une affaire de tous. Que ce soit la population, les associations, les élus, la police. Chacun a notre part de responsabilité là-dedans, donc chacun de nous de prendre notre part aussi des responsabilités pour éradiquer ces actes. Messieurs, je voulais vous poser une question. Est-ce que votre association ou d'autres font partie d'un conseil citoyen? Oui, en fait, oui, effectivement, je suis membre en fait du conseil citoyen de Kaweni. Et comment ça se passe actuellement? Moi aussi, je suis membre du conseil citoyen, mais pour l'instant, il y a des affaires internes qu'on ne souhaiterait pas en parler, ça reste entre eux. Justement, parce qu'on a reçu des témoignages, des voix s'élèvent au sein de cet organisme. On a reçu son vice-président. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez ensuite. Nous, depuis longtemps, on est mis à l'écart de tous les projets de la mairie de Mamoudzou. De toute façon, que ce soit le conseil citoyen, que ce soit les autres initiatives qu'on a pu mener dans le passé, que ce soit au niveau du collectif d'associations Maoré, que ce soit dans le fonctionnement de l'association Jeunes Kaweni Espoir, dans beaucoup de choses. Nous, on a quitté Kaweni, le village de Kaweni, ça fait 9 mois. Maintenant, on est dans la périphérie, dans le quartier de Disma. Et on voit la dégradation. Et le problème, c'est que nous, on propose des solutions. Et on ne nous laisse pas agir. Donc voilà, après, non, bien sûr, par rapport à demain, moi j'ai quelques craintes quand même. Parce qu'avec la dernière fois qu'il y a eu ce genre de rassemblement, ça a été dur violent au niveau des propos. Et ça peut dégénérer rapidement en fait. Comment ça? C'est-à-dire que ça peut encore plus créer
des conflits entre certaines catégories, certaines communautés, on peut dire. Et donc c'est problématique. La dernière fois, il y a eu des expulsions, ça s'est terminé comme ça. Messieurs, on aimerait avoir votre réponse après ces propos. Ibrahim Etoine. Il est clair en fait qu'ils ont déjà essayé un rassemblement qui a échoué. Moi j'appelle ça en fait échoué parce qu'effectivement si ils s'en sont venus en fait à donner comment dirais-je un avis de débarrassage, c'est qu'en fait ils ont échoué parce qu'effectivement nous ce qu'on veut c'est pas les conflits, c'est plutôt éviter les conflits. On a quand même l'impression qu'il y a un manque très clairement d'union entre les associations. Est-ce qu'on peut arriver à mener ce combat-là si tout le monde se déchire? Non, bah écoutez, cet manquement-là, c'est un constat qu'on peut se faire. Mais moi, depuis qu'on a mis en place le collectif contre la délinquance, ce constat-là, ces divisions, il n'y est pas. Dans le collectif contre la délinquance, on est tous unis. Pour rappel, on a eu trois réunions à la mairie de Mamoudzou. On s'est tous mis d'accord sur un seul principe, lutter contre la délinquance. Aujourd'hui, on ne peut pas dire lutter contre la délinquance que par la parole. Nelson Mandela, il a dit un jour dans la vie, soit tu apprends, soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc eux, peut-être ils ont essayé une fois, ils ont perdu. Mais on a appris des choses par rapport à ça. On n'est plus parti dans la répression. On n'est pas là en confrontation entre deux types de population. On est là pour trouver des solutions. Dans le cadre en les écartant, vous pensez que c'est une solution justement? On ne compte pas les écarter justement. Parce que dans le cadre du projet du collectif contre la délinquance, il y a 3 volets qui est préparé. La lutte contre la délinquance, oui, mais il y a la prévention, l'insertion de ces jeunes. Toutes les questions sont posées dans cette collectif. J'ai eu la chance de parler avec les différents responsables de l'association Akaweni, différents partenariats d'associations telles que la mission locale. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment trouver une solution pour ces jeunes. N'est pas rester à la répression, mais la prévention et l'insertion de ces jeunes. Messieurs, vous dites qu'ils ont échoué. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? D'avoir sanctionné. En fait, on ne devait pas sanctionner. On devait parlementer justement, en fait, on devait discuter avec ces jeunes-là. Quand vous dites sanctionner, c'est sanctionner qui exactement? Les jeunes. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Alors, là maintenant, on en a marre. Et ils ont dit la phrase, on en a marre. Donc en fait, on va les sanctionner, on va les enlever de chez nous. Mais on ne peut pas faire comme ça. Parce qu'effectivement, si on enlève en fait le problème là, dans un quartier, ça va se rejoindre en fait dans notre quartier. Alors qu'en fait, si on se réunit tous pour se dire alors, on va en discuter avec eux, il faut qu'ils arrêtent ça. Nous, on en a marre. Sinon, on va devoir en fait les dénoncer. Vous dites que leur méthode n'était pas la bonne, sanctionner, ça n'arrange pas? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, la méthode, c'est pas renforcée par les sanctions. La méthode, c'est plutôt la prévention. Et surtout, je rappelle toujours, c'est la prévention. C'est en étant préventif qu'on peut réussir. La méthode, c'est pas juste de dire, ouais, ça sont vous êtes des délinquants. Non, on n'a pas de délinquants car on n'est pas délinquant. On devient délinquant. Et il a une cause de devenir délinquant. Peut-être il manque d'infrastructures, peut-être il manque des solutions. Maintenant, c'est à nous et la population de trouver la solution. Ce n'est pas se mettant dans votre coin qu'on trouvera la solution. Dernière question, messieurs, est-ce qu'ils seront tout de même les bienvenus demain, ce rassemblement contre la délinquance? Justement, oui. On a besoin en fait qu'ils soient là pour entendre en fait que nous, à la base, on ne veut pas les chasser, mais juste en fait travailler avec eux. L'objectif de ça aujourd'hui, c'est pas d'être du côté des gens. Tout le monde est la bienvenue et chacun amène son idée. Petit à petit, on trouvera des solutions. Donc, je pense qu'ils sont la bienvenue s'ils apportent des solutions constructibles. Merci Hassani Chamsidine, Ibrahim Etoane, représentant du collectif contre la délinquance. Je rappelle, demain, un grand rassemblement contre la délinquance à partir de 13h30, on est bien d'accord? Du côté du quartier Sénat, à Kaweni. En face de la Poste, c'est cela. Merci pour votre disponibilité, merci à vous. La grève se poursuit au conseil départemental. Après bientôt 2 semaines de mouvement, les relations se sont purement et clairement dégradées entre l'exécutif et les grévistes. Les négociations ont de nouveau échoué hier et le contact est désormais rompu entre les deux parties. Face au nouveau blocage des services, la réponse du président du département ne s'est pas fait attendre. Ibrahim Sobadine Ramadani a annoncé ce mercredi le gel des paiements des salaires jusqu'à nouvel ordre. Le niveau est donc monté d'un cran au sein de l'institution. Reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les jours se suivent et se ressemblent du côté du conseil départemental. Depuis le 11 septembre dernier, l'institution est en proie à un mouvement de grève qui paralyse l'ensemble des services. Hier, les négociations ont à nouveau échoué, aux grandes dames des représentants syndicaux qui ont été proches de mettre fin au bras de fer. On voulait suspendre le mouvement hier de la simple raison qu'on avait l'impression de parler avec des gens qui ne veulent pas entendre, qui comprennent parfaitement
mais qui ne veulent pas entendre, qui ont un projet à mettre en place, quelle que soit la situation, ils veulent le mettre en place. Donc pour nous, il n'y avait plus rien, pour nous, on n'avait plus rien à ajouter. C'est pour cela qu'on avait les proposé de suspendre cette grève et essayer de tenter de les ramener à raison dans les cadres de dialogue social. Mais là, ce n'est pas du tout l'avis des manifestants. La base a décidé de ne rien lâcher, à l'image de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce matin dans l'hémicycle. À l'issue des échanges, certains grévistes se sont dirigés vers les quais du STM pour mener une opération barge gratuite, pendant que d'autres se sont penchés sur la suite de la grève. Depuis ce matin, on est en action. On a eu une AG ce matin pour concerter la base par rapport à la suite du mouvement. Donc le mouvement est maintenu. Ce matin, il y a eu une action sur la barge gratuite. Et là, cet après-midi, on fait un petit bilan pour nos actions de demain. De nouvelles actions sont à prévoir, et ce tant que les grévistes n'auront pas obtenu gain de cause concernant leurs demandes. Ils souhaitent une réévaluation du régime indemnitaire de 2 points pour l'ensemble des agents, mais aussi et surtout plus de considération de la part de l'exécutif. Il s'agit maintenant de la justice. Il n'a pas le droit parce que, par exemple, bloquer l'évolution de carrière des agents, ce n'est pas un droit. Donc, quand un agent travaille, il doit évoluer au niveau de sa carrière. Et on nous expliquait cela et nous on comprenait parce que notre institution était en difficulté. Maintenant, on peut pas comprendre parce qu'on nous fait comprendre que les comptes sont équilibrés. Et on continue encore à saigner le petit agent. Donc, ça suffit maintenant. On dit tout simplement que ça suffit. En fin de matinée, les grévistes, toujours réunis dans l'hémicycle, ont appris que le président avait pris une décision radicale. Par le biais d'un communiqué, il a annoncé que les salaires de l'ensemble des agents ne pourraient être versés en raison du blocage des services. On a eu une note de service qui a été envoyée par El Kabir, le DGS, avec M. Mafour, qui a envoyé des communiqués expliquant que les salaires seront gelés par faute de la grève. Un moyen de faire pression sur les grévistes qui n'ont que très peu apprécié l'annonce. Ils ont ainsi promis que le bras de fer allait se poursuivre dès demain, avec de nouvelles actions d'envergure. En politique, la feuille de route France-Comores, la suite du feuilleton. Pour rappel, lundi prochain, un grand rassemblement est prévu place de la République à Mamoudzou. Une mobilisation pour contester un document dont personne ne connaît encore le contenu. En première ligne, Mansour Kamardine, le député de la circonscription 2 du département, n'a pas hésité à affirmer que ce document n'est ni plus ni moins qu'une remise en cause de Mayotte française. Voici l'extrait de ses propos lors de la matinale de Kwezi. Ce qui est en cause ici, je le dis avec la plus grande fermeté, la plus grande solennité, ce qui est en cause, c'est Mayotte française. Aujourd'hui, 52% de la population résidant à Mayotte est d'origine clandestine et comorienne. Aujourd'hui, quand on regarde, en 1993, les naissances à l'hôpital de Mamoudzou représentaient 46%. Aujourd'hui, les naissances à l'hôpital de Mamoudzou représentent 75% des naissances d'origine étrangère. Aujourd'hui, ce que les gens ne vous disent pas, ceux qui se présentent au bac, 60% des élèves qui se présentent au bac sont d'origine étrangère. Autrement dit, Mayotte, les Mahorais ne sont plus là. Tous les efforts que nous faisons pour développer tout ça, nous le faisons en réalité, doivent bénéficier dans leur immense majorité à des étrangers. Donc si nous continuons encore avec cette fameuse feuille de route, avec ce qui est annoncé, et que s'il n'y a pas un infléchissement, et notamment dans les propositions que nous faisons, eh bien effectivement Mayotte ne sera plus au Mahorais et ça ce n'est pas acceptable. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors depuis quelques jours, chacun y va de sa petite cartouche. Effectivement, on est en période électorale en même temps, donc finalement c'est pas si étonnant que ça. On a l'impression qu'on surfe un peu sur cette feuille de route. Maintenant, il y a des propos qui sont très forts. Mansour Kamardine, ce matin, il a vraiment été virulent dans ses propos lorsqu'il dit c'est la remise en cause de Mayotte française. Un peu plus tard, il a expliqué que c'est très compliqué aujourd'hui de remettre en termes légaux, en termes constitutionnels, remettre en cause Mayotte française. Maintenant, effectivement, ce qui est encore une fois extrêmement dommageable,
c'est que le gouvernement ne communique pas sur cette feuille de route. Et on aura demain matin sur notre plateau Ramlati Ali, la députée, qui va peut-être nous en dire plus, notamment sur cet élu qui aurait été mis au courant. Mais pourquoi le gouvernement ne communique pas sur la question ? Encore une fois, on est dans une période de campagne électorale. Nous avons les sénatoriales ce dimanche, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on a un peu l'impression quand même que le gouvernement s'est mis une balle dans le pied et a laissé ce flou perdurer jusqu'à quand on ne sait pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut absolument que ça cesse rapidement. Lundi, il y aura un grand rassemblement. Ça va être un moment important. Autre constat, Pierre, dernière question, autre constat. On a le sentiment que nos élus sont comme les associations. L'union manque également, hein. Oui, alors on se souvient, avant la législative, tout le monde parlait d'union, de travail main dans la main pour essayer de faire avancer le département. On se rend compte qu'à la veille d'une élection, c'est plus vraiment le cas. On se rend compte aussi que on se tire effectivement dans les pattes, alors que le contenu n'est pas connu. Donc, en tout cas, il n'a pas été dévoilé officiellement, même si effectivement il y a des choses qui sont sorties par-ci et par-là. En tout cas, on ne sait pas. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que on voit des élus qui aujourd'hui sont absolument pas unis et qui ne sont pas prêts à défendre ensemble les intérêts de Mayotte. Et ça, c'est problématique. On l'a dit à de nombreuses reprises. Tant que les élus ne seront pas unis, tant qu'ils n'agiront pas dans une même vision et avec un même objectif, ça sera très compliqué pour Mayotte de se faire entendre dans les plus hautes instances de l'État. Très inquiétant. Merci Pierre pour votre analyse. Coup d'envoi ce jeudi du premier salon du livre, un événement très attendu dans le département, notamment par les professionnels. Ce matin, l'ambiance était au dernier préparatif avant le démarrage officiel dans l'après-midi. Bastien Sabouré nous a fait un état des lieux. Peu de conversations valent une page d'un bon livre. De cette idée naît l'importance de promouvoir les écrits. Le premier salon du livre de Mayotte ouvre ses portes aujourd'hui. Un salon pour soutenir les écrivains sur notre île. Brûlante hématère de Absalam Bako, qui sera d'ailleurs lu ce soir sur la place de la République à 19h. Nassur Atman, qui est également à l'honneur de ce salon et qui sera lu le vendredi à 18h à la place de la République, là-bas. Et une grande romancière mozambicaine, Paulina Chiziane, Le Parlement conjugal, roman que je conseille à tous les hommes d'abord et aux femmes ensuite. Afin de sensibiliser à la lecture et à l'écriture, 17 écrivains et professionnels du livre seront au rendez-vous. Des auteurs qui viennent de Tanzanie, du Kenya, du Mozambique, de Madagascar, de l'Union des Comores, de la Réunion ou encore de la métropole vous présenteront leur ouvrage. Le Salon du Livre, c'est aussi un événement commercial. Et sur la place de la République, vous aurez aussi des stands où des auteurs seront là pour présenter leurs ouvrages, échanger avec le public, faire des signatures et des dédicaces, également parler de leurs univers et de leurs imaginaires littéraires. Inciter aux enfants de venir à la bibliothèque et de voir que la bibliothèque, ça c'est pas comme à l'école. Le livre aussi, ça permet d'avoir du plaisir de la lecture. Des animations seront également proposées. Cet après-midi, à 15h, c'est l'ouverture officielle. Ce matin, à la bibliothèque de Cavani, ils sont déjà quelques-uns à afflamer le long des allées. Voilà, donc là j'ai vu les commandes de 190, donc je suis tombé dessus. Je me suis dit, bon, c'est pas mal, depuis l'indépendance jusqu'aux années 90. Je cherchais un livre spécifique pour préparer un concours de lieutenant du S10. Service d'incendie et de secours. Cette journée était également très attendue chez les libraires. L'événement mobilisera et donnera sans nul doute de futures vocations et loisirs aux habitants. C'est un événement inédit à Mayotte, donc on est heureux qu'enfin il se produise. Il était attendu et nécessaire. Tous les ans, en août et septembre, de nouveaux ouvrages sortent afin de préparer les prix littéraires d'octobre et novembre, que sont les prix Goncourt, Renaudot ou Femina. Seulement à Mayotte, on ne peut pas encore parler de véritable rentrée littéraire. Il n'y a pas encore de rentrée littéraire, mais nous pensons justement faire de cet événement la rentrée littéraire de Mayotte. Qu'à un moment, tout le monde de la presse, les associations, les étudiants, les parents soient concentrés sur le livre et l'écriture. Le salon prendra peut-être une plus grande ampleur l'année prochaine si cette première édition se déroule bien. L'événement commence aujourd'hui et finira dans 4 jours. Vous avez jusqu'à dimanche. Il faudra ensuite tourner la page.
Le Salon du Livre, un événement qui se déroulera tout au long du week-end. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Si le gouvernement français reste muet concernant la fameuse feuille de route, selon la presse comorienne, je cite, « Le visa pour se rendre à Mayotte sera toujours délivré par l'ambassade de France aux Comores, mais les citoyens comoriens devront déposer leur demande au ministère de l'Intérieur de l'Union des Comores, et c'est le ministère de l'Intérieur qui validera les documents selon des critères imposés par la France. » La presse voisine ajoute qu'en décembre prochain, une commission mixte prendra corps à Moroni pour faire le point sur l'avancée des travaux. En attendant, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, s'est rendu avec une délégation de 19 personnes à la 72e session de l'ONU, réunie en Assemblée générale à New York. Un voyage pour rien, puisque la Charte des Nations Unies dispose qu'un membre en retard dans le paiement de sa contribution ne peut participer au vote. C'est le cas de l'Union des Comores, pour qui la dette s'élève actuellement à plus de 730 000 €. Ce dimanche 24 septembre 2017, les 2 sénateurs de Mayotte seront élus au scrutin majoritaire à 2 tours. Les 486 électeurs sénatoriaux du département de Mayotte sont convoqués le dimanche 24 septembre 2017 pour participer au scrutin qui se déroulera de 8h30 à 11h pour le premier tour à la préfecture de Mayotte, au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment. En cas de second tour, le scrutin sera ouvert à 15h30 et clos à 17h30 au même endroit. Compte tenu du délai restreint de vote, les électeurs sont invités à se présenter à la préfecture dès l'ouverture des 3 bureaux de vote à 8h30, munis d'une pièce d'identité avec photo. À moins de 4 jours du scrutin, la bataille pour convaincre les grands électeurs fait rage, même si dans ce genre d'élection, surprises et autres coups bas rendent le scrutin imprévisible, et ce jusqu'au dernier bulletin de vote. Le mardi 26 septembre prochain, Doc à Bloc va projeter un nouveau film Frontières à l'hôtel Le Rocher situé à Dzaoudzi. Intitulé Le Voyage de Monsieur Kroulik, ce long métrage d'animation plusieurs fois primé raconte à la première personne l'histoire vraie de Claudiu Kroulik, un Roumain de 33 ans, absurdement mort dans une prison polonaise à la suite d'une grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. La réalisatrice du court-métrage, Anka Damian, fera l'honneur d'échanger sur Skype avec les spectateurs juste après la projection. Pour tous ceux qui sont intéressés par cet événement culturel, rendez-vous à partir de 19h au bord de la piscine de l'hôtel. Le prix est fixé à 15 € pour une personne seule et 13 € par tête pour les groupes de plus de 4 personnes. L'équipe de Doc à Bloc conseille à chacun de réserver à l'avance, le nombre de places étant limité. Direction à présent la couveuse d'entreprise Oudjérébou, où s'est déroulé ce matin le lancement d'un tout nouveau réseau social, le premier du genre. L'objectif est tout simple, créer du lien et réduire les distances entre les ultramarins. Une plateforme mise en place par un créateur 100% pays, 100% local, Henri Mabadali. Présentation du concept avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. À l'origine du projet, l'envie de permettre aux 4 millions d'ultramarins d'échanger et de communiquer entre eux. En effet, pour le fondateur de ce nouveau réseau social, la plateforme s'inscrit dans une démarche de rapprochement des différents territoires et départements d'outre-mer, des territoires qui souvent partagent les mêmes problématiques. Les ultramarins ont besoin de s'exprimer parce que, comme on a dit, il y a tellement de choses à améliorer dans nos territoires, il y a tellement de réussites et l'idée m'est venue par là, de se dire tiens, on va créer ce réseau social pour s'exprimer. L'idée est donc que chacun puisse prendre la parole et émettre des idées et projets susceptibles de faire avancer les Outre-mer. Mais cet espace de parole permet également d'obtenir des informations sur le regard porté par les ultramarins sur leurs élus et plus précisément leurs députés. Ainsi, la possibilité est donnée aux utilisateurs d'attribuer des notes à leurs représentants à l'Assemblée nationale. Nos territoires sont tellement très éloignés de la métropole et lorsque nous élisons nos députés, c'est de leur permettre d'être très actifs. Donc ça va permettre aux ultramarins d'encourager leurs élus par des notes. Et comme ça, nos élus, nos députés verront les notes attribuées et ça leur permettra d'être très actifs et de ne pas oublier nos territoires très éloignés de la métropole. Pour l'heure, il n'y a pas foule sur la plateforme, mais au vu des possibilités qu'elle offre et surtout des enjeux qui se jouent dans les Outre-mer, il y a fort à parier que les ultramarins s'approprieront l'outil massivement et très rapidement. Nous savons que les ultramarins vont s'approprier de ce projet
parce que c'est un projet pour eux, pour les Outre-mer, notamment les ultramarins qui sont à l'extérieur, notamment à Paris, en métropole. C'est leur projet. Nous allons voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour partager dans notre réseau social. Ainsi, grâce à Outre-mer Live, la distance entre les 4 millions d'ultramarins établis dans les dom-toms et les 900 000 installés en métropole ne sera désormais que d'un clic. Un projet ambitieux donc, mais qui de l'aveu de son fondateur demande encore à évoluer. Par exemple, contrairement à d'autres réseaux sociaux présents sur la toile, Outre-mer Live ne dispose pas de modérateur mais de simples mentions légales faisant état des limites à ne pas franchir. Quoi qu'il en soit, Enlima Badali a bon espoir de voir son projet prendre son envol. Il vise d'ores et déjà les 100 000 inscrits d'ici la fin de l'année. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, rediffusion du temps de parole de ce jeudi. Mansour Kamardine était l'invité de la matinale de Kwezi. La matinale de Kwezi qui reviendra bien évidemment demain sur l'affaire de la feuille de route franco-comorienne avec Ramlati Ali, député de la circonscription 1. Je vous donne rendez-vous quant à moi à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Très belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.